Donc correction de ce quatrième DS, enfin le deuxième sujet que je vous proposais, à savoir le sujet HECS Sec 2, filière éco de 2011, c'est écrit là, je recherchais les infos. Donc avant d'entamer la correction, je vais quand même faire quelques petites remarques sur ce sujet. Parce que, comme souvent dans les épreuves 2, il faut quand même bien comprendre ce qui se passe pour être capable de faire les choses correctement. Et puis, je pense que je vais faire une vidéo par partie. Donc là, c'est une histoire de jeu de cartes que l'on mélange. Et l'idée, c'est de se demander combien de temps est-ce qu'il faut le mélanger pour pouvoir avoir un mélange correct. Il y a un tas de variables aléatoires qui sont introduites là-dedans, il y a un tas de notations, mais je pense qu'il faut d'abord bien comprendre le principe de ce mélange. C'est vrai que je pense que vous êtes nombreux à avoir joué aux cartes, et dès lors que vous jouez aux cartes, vous prenez votre jeu et puis vous le mélangez un petit peu n'importe comment. Sauf que là, on va essayer d'avoir une méthode de mélange, alors qui n'est peut-être pas la plus rapide qui soit, mais qui va avoir le bon goût d'être assez facilement explicable et qui va nous permettre derrière de faire des calculs de probabilité. Et finalement, de toute façon, quand on bat les cartes rapidement, ça revient plus ou moins à la méthode qui est décrite là-dedans. Donc on va battre les cartes d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on prend notre jeu de cartes et la carte du dessus, on va aller l'insérer quelque part dans le paquet. Et on fait ça à chaque fois. On prend la carte du dessus, on la met quelque part dans le paquet. On prend la carte du dessus, on la met quelque part dans le paquet, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va s'intéresser à un certain nombre de variables aléatoires. Alors donc je vais reprendre les noms pour pas dire de bêtises. On va s'intéresser aux variables aléatoires TI, qui nous disent à partir de quel moment la carte qui est numérotée CN, c'est-à-dire la carte qui était initialement tout au fond du paquet, la dernière carte du paquet, et bien à quel moment cette carte, donc T1, elle se retrouve à la position N-1, donc au départ elle était à la position N, à quel moment elle se retrouve à la position N-1, T2 à quel moment elle se retrouve à la position N-2, et puis TI à quel moment elle se retrouve à la position N-1, c'est-à-dire de combien de fois elle a remonté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette carte, en fait, d'une certaine façon, elle ne va pas vraiment, enfin elle va bouger, elle va remonter dans le paquet, mais elle n'est jamais prise par la main de la personne qui mélange les cartes pour aller la mettre ailleurs. Et qu'est-ce qui va la faire remonter? C'est quand la personne qui bat les cartes va prendre une carte du dessus et va aller l'insérer sous cette carte numéro N, ce qui la fera remonter d'un cran dans le paquet. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre sur cette méthode de mélange des cartes, parce que de là va découler toutes les réponses à toutes les questions. Bon. On va regarder les premières informations. D'ailleurs, bon là je viens de vous décrire les choses oralement, mais vous aviez la description d'un exemple avec 4 cartes, et on voyait bien que finalement la carte numéro 4, oui c'est bien ça, elle remonte tout doucement dans le paquet, elle est d'abord en position 4, puis elle passe en position 3, puis en position 2, et puis elle finit par se retrouver en position 1. Et évidemment, quand elle est en position 1, à ce moment-là, elle peut être prise par la personne qui bat les cartes et réinsérée quelque part dans le jeu. Mais tant qu'elle n'est pas en position 1, et c'est bien sûr valable pour l'ensemble des cartes, tant qu'elles ne sont pas en position 1, elles ne sont pas déplacées dans le jeu par la main du joueur, elles peuvent remonter petit à petit si jamais la carte du dessus est insérée en dessous. Donc première question, alors pourquoi c'est du bleu, j'en sais rien, sûrement parce que j'ai écrit en bleu avant. Première question, on nous demande de justifier que TI est égal à delta 1 plus delta 2 plus delta I, sachant que delta I c'est TI moins TI moins 1. Bon. Alors, je pense qu'il est beaucoup plus simple de partir de la somme des delta I plutôt que de partir de TI. Donc je me donne un entier I dans 2n-1 et je vais m'intéresser à la somme pour, je vais prendre K comme variable par exemple, allant de 1, alors non pas à n mais à I, des delta K. Et ça, il faut que je traite les choses de deux façons, puisque les variables aléatoires delta I, elles sont définies de deux façons. Donc ça va être delta 1 plus la somme
pour k allant de 2 à i, ça ne me pose pas de problème puisque i vaut au moins 2, des delta k, c'est-à-dire que je vais avoir T1 plus la somme pour k allant de 2 à i des t k moins t k moins 1, qui est une somme télescopique en fait. Hein. Et donc je vais avoir T1 plus ti moins T1 par télescopage. C'est-à-dire que je vais avoir Ti. Donc finalement, ce que je viens de démontrer, c'est que pour tout i de l'intervalle 2 n-1, eh bien, Ti était égal à delta 1 plus delta i. C'est réglé pour cette question. Non, pardon, pour cette première partie de la question, puisqu'il y a une autre partie à la question. Que représente l'intervalle de temps delta i? Eh bien, delta i, c'est la différence entre ti et ti-1. Ti-1, qu'est-ce que c'est? C'est le premier instant pour lequel Cn atteint la position donc c'est ti-1, donc n moins i-1, c'est-à-dire n moins i plus 1. Ti, c'est le premier instant pour lequel Cn atteint la position n moins i, et donc finalement la différence, hein, delta i égale ti moins t i moins 1, c'est le temps en fait, comprendre par là le nombre d'insertions, hein, nécessaire pour que la carte Cn passe de la position n moins i plus 1 à la position n moins i. Bref, pour que la carte remonte donc d'une position. Et là, la première question est terminée. Deuxième question, la loi de delta 1. On nous parle donc de la probabilité que delta 1 soit supérieur à n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Delta 1 est supérieur à n, eh bien, delta 1 c'était 1, donc c'est le premier instant, donc cet événement, c'est donc le premier instant pour lequel la carte Cn remonte d'un cran, remonte d'une position. Alors, arrive à la, je formule autrement, arrive en position n-1 et strictement supérieur à n. Petit n. C'est-à-dire que, eh bien, on a donc réalisé au moins petit n insertion au-dessus, puisque la seule façon que la carte Cn remonte, hein, c'est qu'on insère en dessous, et donc on a réalisé petit n insertion au-dessus de la carte Cn. Donc, parmi les n-1 positions situées au-dessus de celle-ci.
Or, bah, vous avez de l'indépendance. Hein. Donc on a donc choisi de façon équiprobable et indépendante n fois une position parmi les n-1 possibles pour cette issue. Donc, la probabilité d'avoir delta 1 supérieur à n, c'est donc, ben, je choisis parmi mes n positions possibles, une parmi les n-1 qui m'intéresse, à la puissance petit n. Reconnaître la loi de delta 1. Bon, évidemment, delta, c'est une variable discrète. Donc, on va s'intéresser à un entier n appartenant à n. Quelle est la probabilité d'avoir delta 1 égale n? C'est-à-dire la probabilité d'avoir delta 1 strictement plus grand que n-1 moins la probabilité d'avoir delta 1 strictement plus grand que n. C'est-à-dire, eh bien, n-1 sur grand N à la puissance n-1 moins n-1 sur grand N à la puissance n. Je mets le n-1 sur n à la puissance n-1 en facteur. Et je vais donc avoir 1 moins n-1 sur n multiplié par n-1 sur n, le tout à la puissance n-1, c'est-à-dire 1 moins donc 1 sur n, facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance n-1. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une loi géométrique de paramètres 1 sur n. Donc, delta 1 suit une loi géométrique de paramètres 1 sur grand N. Et la question 2 est terminée. Passons à la question 3. Question 3a. On s'intéresse à la loi de delta I. Eh bien, on va faire la même chose. Si vous avez delta I qui est strictement plus grand que petit n, qu'est-ce que c'est que cet événement? Delta I, finalement, c'est le temps que va mettre la carte pour passer de on vient de le dire au-dessus, hein, de la position, pour remonter d'une position. Hein. Donc le temps mis par la carte pour passer de la position n-i plus 1 à la position n-i est strictement plus grand que n. Donc on a donc réalisé n insertions au-dessus de cette position, au-dessus de la position donc n-i plus 1, il y a donc n-i choix possible sur les n, choix équiprobable, je vais rajouter ça comme ça, équiprobable possible parmi les n, chaque choix étant indépendant. Pendant des autres. D'où la probabilité
d'avoir delta i plus grand que n est égal à n moins i sur n, le tout à la puissance petit n. Donc là, il y avait une faute de frappe dans l'énoncé que je vous ai donné, mais je l'ai corrigé le jour du DS. Donc voilà pour cette partie-là. Même chose, en déduire que delta i suit une loi usuelle, bon bah très bien, hein. La probabilité d'avoir delta i égale n, c'est donc la probabilité d'avoir delta i strictement plus grand que n-1, moins la probabilité d'avoir delta i strictement plus grand que n, c'est-à-dire n-i sur n à la puissance n-1 multiplié par n-i sur n, le tout à la puissance n. Même chose exactement que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre le n-i à la puissance n-1 en facteur. Donc on va avoir 1 moins n-i sur n multiplié par n-i sur n à la puissance n-1, c'est-à-dire 1 moins 1 plus i sur n multiplié par 1 moins i sur n à la puissance n-1. Même chose, c'est une loi géométrique. Delta i suit la loi géométrique de paramètres i sur n. Et bien on a terminé pour cette question 3a. Finalement, cette question 3a, elle était du même genre que la question 2. C'est exactement la même chose, mais on nous donnait les résultats dans la question. Question B, en déduire que E delta I égale, donc delta I suit une loi géométrique de paramètres I sur N, donc delta I admet une espérance et une variance. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre P, c'est 1 sur P, donc on va avoir 1 sur I sur N, donc N sur I. Et la variance de delta I, on va avoir 1 moins P sur P carré, si je ne dis pas de bêtises. Alors je ne vais pas écrire ça comme ça. 1 moins I sur N, le tout sur I sur N. Je multiplie tout par N, donc je vais avoir N moins I. Ici j'ai oublié un carré. Donc n moins I carré sur N. Sur non, je vous dis des bêtises. C'est 1 moins P sur P carré, en plus je l'avais dit tout à l'heure. Donc 1 moins P sur P carré. Je multiplie tout par N. Donc je vais avoir N moins I divisé par I carré c'était bon ça, et je remultiplie par N, donc je vais bien avoir N moins I sur I carré. Il est tard. C'est exactement ce qu'on nous demandait de toute façon. Quatrième question. La loi de T2 pour n supérieur ou égal à 2. Bon. Qu'est-ce qu'on sait sur T2? On va se reporter à la question 1. T2 est égal à delta 1 plus delta 2. Bon.
Et on va partir de ça pour faire notre travail. On va s'intéresser donc à la probabilité que T2 soit égal à N. C'est comme ça qu'on va calculer la probabilité de T2. Donc on se donne N supérieur ou égal à 2, puisqu'il faut au minimum de toute façon deux échanges pour que la carte ait remonté de 2 crans. La probabilité que T2 soit égal à N. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va faire la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements, par exemple, lié à delta 1. La somme donc pour k allant de 1, parce que delta 1 lui peut être égal à 1, jusque, comme on doit aller jusque n, jusque n-1, des probabilités d'avoir delta 1 est égal à k, multiplié par la probabilité d'avoir T2 est égal à n, sachant que delta 1 est égal à k. D'après la formule des probabilités totales, en utilisant le système complet d'événements lié à delta 1. Alors ici, en théorie, delta 1 on pourrait aller jusqu'à l'infini, mais si on dépasse en fait la valeur de n, la probabilité de T2 égale n, sachant que delta 1 est égal à k, vaudra 0. Et en utilisant, je vais le noter, le fait que si k est supérieur, comme il faut delta 2 est supérieur ou égal à n, et bien la probabilité, sachant que delta 1 égale k, d'avoir T2 égale n est égale à 0. On a donc la probabilité que T2 soit égal à n est égal à la somme pour k allant de 1 à n-1 des probabilités d'avoir delta 1 égale k, probabilité sachant que delta 1 égale k, d'avoir delta 1 plus delta 2 est égal à n, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n-1 des p de delta 1 est égal à k multiplié par la probabilité, sachant que delta 1 égale k, d'avoir delta 2 égale donc n-k. Or, delta 1 et delta 2 sont considérées comme indépendantes. C'est tout en haut de la page 2. On admet que les conditions de l'expérience permettent de faire l'hypothèse que les variables aléatoires delta i sont indépendantes. Donc cette somme vaut la somme pour k allant de 1 à n-1 des probabilités que d1, que delta 1, je vais essayer de l'écrire mieux que ça, égale k multiplié par la probabilité que delta 2 soit égal à n-k. Et on avance, et on avance, et on avance. Ah ben non, on nous demandait que ça dans cette question-là. Donc pour tout n appartenant à n, n supérieur ou égal à 2, la probabilité d'avoir T2 égale n, c'est donc cette somme, pour k allant de 1 à n-1, des probabilités d'avoir delta 2 égale n-k, multiplié par la probabilité d'avoir delta 1 est égal à k. Je voulais déjà avancer sur les autres questions. Toujours pareil, une fois qu'on a un petit peu débloqué, on a envie que ça avance, que ça avance, que ça avance. Question B. Justifier que la somme machin est égale à quelque chose, ce qui va nous aider par la suite. La somme pour k allant de 1 à n-1 d 1 moins 1 sur n sur
1 moins 2 sur n à la puissance k. C'est une somme géométrique. Alors attention, c'est pas une série géométrique, hein, c'est une somme finie. Donc c'est une somme géométrique. Donc on a 1 moins la raison de cette somme géométrique. Donc 1 moins 1 sur grand N sur 1 moins 2 sur grand N à la puissance n. C'est ça, divisé par 1 moins 1 moins 1 sur grand N sur 1 moins 2 sur grand N. Sauf que si on fait ça, on a commencé en fait à k égale 0, donc on va retirer 1. Ce qui est une façon de faire. Ou alors on peut faire un changement d'indice. C'est peut-être plus judicieux de faire un changement d'indice. En fait, ce que j'ai écrit, j'ai peut-être... Ouais, si. On va faire un changement d'indice. Donc c'est la somme pour j allant de 0 à n-2 des 1 moins 1 sur n sur 1 moins 2 sur n à la puissance j plus 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n, 1 moins 2 sur n, multiplié par cette somme pour j allant de 0 à n moins 2, des 1 moins 1 sur n, 1 moins 2 sur n, le tout à la puissance j, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n, 1 moins 2 sur n, multiplié par 1 moins 1 sur n sur 1 moins 2 sur n, le tout à la puissance n-2 plus 1, donc n moins 1, divisé par 1 moins 1 sur n sur 1 moins 2 sur n. Alors, il n'y a pas de difficulté majeure dans ce calcul, c'est juste que c'est un petit peu long, quoi. Donc, on va avoir quoi si je multiplie donc on va avoir 1 moins 1 sur n. 1 moins 1 sur n sur 1 moins 2 sur n. Le tout à la puissance n-1 sur, je multiplie par 1 moins 2 sur n, 1 moins 2 sur n, moins 1 plus 1 sur n. On va y arriver, donc on va avoir 1 moins 1 sur n, facteur de 1 moins 1 sur n sur 1 moins 2 sur n à la puissance n-1. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur n moins 2 sur n, ce qui va nous faire du moins 1 sur n. Je multiplie par n, je multiplie par moins 1, donc je vais avoir n, 1 moins 1 sur n, et je multiplie le numérateur par moins 1, je vais donc avoir les choses écrites dans l'autre ordre, 1 moins 1 sur n, sur 1 moins 2 sur n, à la puissance n-1, moins 1. D'où c'est un peu long à écrire, donc on va faire un copier, coller, voilà, égal, copier, coller, voilà. C'est pas ça que je voulais faire. On découvre une fonctionnalité supplémentaire que je ne connaissais pas. Voilà pour cette question 4b. Question 4c. En déduire que P de Tn égale 2 égale machin, très bien. Hein. Donc on sait nous que P de... Alors j'ai dit Tn égale 2, mais c'est T2 égale N. Hein.
c'est la somme pour k allant de 1 à n-1, comme par hasard. Delta 2 est égal à n-k. Donc, nous avons du n-2 sur grand N, le tout à la puissance n-k, multiplié par du n... non, c'est égal, pardon. Faut que je fasse attention à ce que j'écris. Donc, on va avoir du 1 sur n, 1 moins... donc 2 sur n, 1 moins 2 sur n. Donc 2 sur n, 1 moins 2 sur n à la puissance, ça doit être n moins k moins 1. Multiplié donc par 1 sur n, 1 moins 1 sur n à la puissance... c'est k, donc k moins 1. Très bien. Donc, là-dedans, je peux sortir 1 sur n, 2 sur n de ma somme. Donc, je vais avoir du 2 sur n carré qui sort par linéarité. Et puis, je vais avoir le reste que je vais pouvoir réécrire. Donc, je vais avoir la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 moins 1 sur n à la puissance k moins 1 multiplié donc par 1 moins 2 sur n à la puissance moins k moins 1. Alors, je vais découper ça comme ça. Donc, je vais avoir puissance k. 1 moins 1 sur n. 1 moins 2 sur n à la puissance moins k. Et 1 moins 2 sur n à la puissance n moins 1. C'est ça. De cette façon, je vais avoir du 2 sur n carré qui va sortir. Je vais avoir du 1 moins 1 sur n qui sort à la puissance... Pardon, ici c'est k moins 1, donc ça va être moins 1. Donc je vais avoir du 1 moins 2 sur n à la puissance n moins 1 sur 1 moins 1 sur n. Et il va me rester la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 moins 1 sur n sur 1 moins 2 sur n, le tout à la puissance k. Voilà, quand on joue bien, entre guillemets, avec les sommes, voilà ce qui se produit. Et maintenant, je peux utiliser ma forme précédente. Donc, je vais avoir du 2 sur n carré, du 1 moins 2 sur n à la puissance n-1 sur 1 moins 1 sur n. Et ma somme, c'est n 1 moins 1 sur n, que je réécris comme ça volontairement, facteur de 1 moins 1 sur n, sur 1 moins 2 sur n, le tout à la puissance n moins 1, moins 1. Et là, il va y avoir des simplifications. 1 moins 1 sur n, 1 moins 1 sur n, n carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer. Donc on va avoir 2 sur n. 1 moins 2 sur n à la puissance n-1 multiplié par 1 moins 1 sur n à la puissance n-1 sur 1 moins 2 sur n puissance n-1 moins 1 moins 2 sur n puissance n-1. Et là aussi, ça se simplifie, on obtient bien ce que l'on veut, 2 sur n, facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance n-1 moins 1 moins 2 sur n
puissance n-1. Et donc ça, c'est la probabilité d'avoir T2 égale n. Des calculs qui n'ont rien de très compliqué, mais qui ne sont pas non plus d'un super grand intérêt à mener. Et en tout cas, on est bien content quand on les a terminés. Question 5. Oui, la question, il faut aller jusqu'à la question 7 pour terminer la partie 1. Donc, question 5, qu'est-ce qu'on nous dit? À l'instant T2, la carte CN est située en position N-2 et deux cartes se trouvent sous elle. Forcément, une carte qui a été insérée à l'instant T1, une carte qui a été insérée à l'instant T2. Que valent alors les probabilités suivantes? Donc la question 5A. La probabilité que la carte insérée à l'instant T1 soit en position N-1 et la carte insérée à l'instant T2 soit à la position N. Bon. De toute façon, comme on a inséré deux cartes, les deux possibilités ici sont équiprobables. Hein. Il y en a une que vous avez insérée à l'instant T1, l'autre à l'instant T2, donc que vous l'ayez fait dans un sens ou dans l'autre, il y a équiprobabilité. Hein. Ces deux probabilités valent donc chacune 1,5. C'est 2 probabilités valent chacune 1,5. Autant de chances que vous ayez mis les cartes dans un sens que dans l'autre. Question 6. À l'instant T3, la carte CN est donc positionnée en position N-3 et vous avez trois cartes donc en dessous insérées aux instants T1, T2 et T1, T2 et T3. On note alors AI la position de la carte ayant été insérée à l'instant TI. Combien y a-t-il de résultats possibles pour le triplet A1, A2, A3? Eh bien, le nombre de résultats possibles pour le triplet, pour ce triplet, et le nombre de permutations et le nombre de permutations de celui-ci, c'est-à-dire factoriel 3, 3 fois 2, 6. Il y a 6 résultats possibles pour ce triplet. C'est du dénombrement tout bête de première année. Question 6b, quelques exemples. Donnez les probabilités qu'à l'instant T3, on est machin, 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 machin. Là aussi, il y a de l'équiprobabilité. Hein. Il y a là aussi équiprobabilité. Parmi les 6 tirages possibles, chacune de ces probabilités vaut donc 1/6. Alors, on vous en donne ici que deux possibilités parmi les 6. Mais il faut bien voir qu'en tout, il y a 6 possibilités, puisqu'il y a 6 ordres différents possibles. Voilà pour la question 6. Passons à la question 7, qui sera la dernière pour cette partie, et donc la dernière pour cette vidéo. Hein. Il y aura 2 autres vidéos
Je dis 2, je ne sais plus combien il y a d'autres parties. Non. Ça va être jusqu'à la partie 4, donc il y aura 3 autres vidéos pour ce travail. Question 7. Justifiez la phrase suivante. À partir de l'instant grand T, toutes les configurations du jeu sont équiprobables. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'instant grand T? Tout d'un coup, j'ai un doute. On nous le définit quelque part, je pense. L'instant grand T, c'est l'instant T, grand T n-1 plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, à l'instant grand T, la carte CN, qui était tout en bas, où est-ce qu'elle se trouve? Bah, elle se trouve tout au-dessus du paquet. Et les n-1 autres cartes, alors à l'instant, c'est pas à l'instant T en fait, c'est à l'instant T-1 pour avoir Tn. Et les n-1 autres cartes se trouvent sous celle-ci. Eh bien, toutes les configurations possibles, toutes ces n-1 configurations, alors pas toutes ces n-1, toutes ces configurations, n-1 factoriel, sont équiprobables. Alors en fait, on pourrait démontrer sur la base de ce qui a été fait précédemment par récurrence. Bon. Qu'est-ce qui se passe alors? À l'instant Tn, à l'instant T en fait, je vais prendre la carte qui est sur le dessus de mon paquet, mais la carte qui est sur le dessus de mon paquet, c'est la carte Cn. On prend Cn qui est au-dessus, c'est la première fois qu'en fait on va toucher la carte Cn pour la déplacer. On prend la carte Cn qui est alors au-dessus, et on l'insère de façon équiprobable à l'une des grand N positions ci-dessous. Et il y a grand N possibilités. On avait factoriel de n-1 configuration, et là, je remultiplie ça par n. On a donc grand N, factoriel de grand N possibilités. Donc, toutes les configurations sont donc bien équiprobables. Puisque c'était ça qu'on nous demandait. Voilà pour cette première partie de cette épreuve.